Alors, est-il besoin de mentionner l'extrême actualité de la question de l'exposition dans les travaux universitaires, entendu, non pas ici comme une simple manifestation culturelle, mais vraiment comme une forme en soi, comme un médium. Et cette réflexion est au cœur aujourd'hui de la pensée de nombreux artistes, de nombreux curateurs, tandis que les historiens d'art, depuis 15 ans maintenant, s'intéressent à redresser une histoire longtemps oubliée de l'exposition. Moi, je m'inscris sans doute moins dans une démarche historiciste, même peut-être pas du tout, et plutôt, en fait, dans une démarche qui serait plutôt, on va dire, poéticienne. Alors, pour l'organisation de ma communication, j'ai un peu changé les choses et je me suis un peu adapté. Et je fais un peu comme on fait là, c'est-à-dire de présenter d'abord un exemple précis, mais qui m'apparaît un peu séminal, et à partir duquel nous tâcherons de faire quelques remarques, quelques pistes de réflexion, qui ne concernent pas seulement la forme exposition, parce que j'ai le secret espoir que cette communication puisse quand même nous éclairer de l'extérieur, c'est-à-dire hors du champ littéraire institué, sur la situation actuelle de la littérature. Donc, pour commencer, il s'agira d'évoquer l'œuvre de l'artiste anglais Liam Gillick, qui m'apparaît, quand on réfléchit sur les questions de littérature et d'exposition, toujours aussi emblématique et essentiel, et c'est pourquoi je voudrais commencer avec lui. Liam Gillick est un artiste plasticien britannique, et il est en même temps l'auteur de plusieurs romans qui tantôt servent de source à ses œuvres et qui sont tantôt écrits au fur et à mesure de son travail. L'écriture des textes narratifs s'enchevêtre à des séquences d'exposition et à une production d'œuvres qui sont donc comme des extraits, comme des émanations du livre en cours et à venir. Il s'agit souvent de récits qui évoquent un monde post-industriel qui va se trouver mis en forme à travers des pièces et des environnements plastiques. Il s'agit de sculptures monochromes ou bicolores, de peintures murales. Ici, ça ne concerne que l'écran de la conférence de la discussion. Donc de sculptures monochromes ou bicolores, de peintures murales, d'installations, d'environnements, d'expositions, de textes, qui forment évidemment un vaste puzzle. On entre dans l'œuvre de Liam Gillick, nous dit le critique d'art français Éric Troncy, comme dans un roman en cours. En fait, c'est donc au milieu des années 1990 que Liam Gillick a commencé à élaborer ce système, et on peut dire même ce véritable écosystème de l'œuvre, avec deux romans matriciels, Erasmus is Late, qu'on a vu passer, et The Discussion Island, écrit donc en amont, mais aussi en aval des œuvres plastiques. Vous voyez le banc de discussion sur lequel les personnages qui sont dans l'île de la discussion, qui sont au 222e étage de la tour, peuvent venir discuter, ou encore cette autre plateforme de dialogue de l'île de la discussion. Or, depuis 2004, toute une partie de l'entreprise de Liam Gillick s'est articulée autour d'un seul texte, d'un scénario. Je ne dis pas, c'est pas toute l'œuvre de Liam Gillick, hein, c'est juste une partie, quand même, qui est assez dense. Un scénario ou un texte devrait peut-être plutôt dire un scénario, et je dirais que ce flottement générique, cette difficulté à préciser un texte, d'ailleurs dont on ne lit que des morceaux, me semble déjà d'emblée intéressante. Et donc ce roman script, qui est tapis en quelque sorte sous l'œuvre, s'intitule lui-même Construction des Uno, et il faut mentionner que l'apparition de ce roman ne cesse d'en être reportée. Le roman Construction des Uno sert malgré tout de fil conducteur à nombre de productions, d'objets, d'expositions, dont celle-ci, et de textes. Alors la trame schématique en est nous est régulièrement délivrée. Il s'agit des travailleurs d'une usine de voitures du nord de l'Europe qui reviennent sur leur lieu de travail aujourd'hui fermé, et partagés entre la désillusion et l'espoir, ces anciens ouvriers discutent alors de modèles alternatifs de production. Cette entreprise artistique a donc donné lieu, entre autres, à une série d'expositions entre 2005 et 2008, à Zurich, à Madrid, à différents endroits, à Paris, aussi bien dans des galeries d'art privées que dans des institutions publiques, et notamment une exposition au Palais de Tokyo en 2005, dont le titre était littéraire à proprement parler, puisque l'exposition se désigne sous la forme d'une production écrite, texte court,
sur la possibilité de créer une véritable économie de l'équivalence. Pour autant, les œuvres exposées de Liam Gillick ou d'installations tendent à s'éloigner, je dirais, de cette matière textuelle. Elles matérialisent des situations précises, puisées dans le déroulement du livre, qui raconte donc l'aventure de ce groupe d'ouvriers amenés à autogérer leur usine. Ainsi, au palais de Tokyo, une des œuvres qui constituait l'exposition, une des œuvres centrales, consistait en une série comme ça de structures métalliques colorées, en acier peint, avec évidemment une peinture qu'on utilise dans l'industrie automobile des années 1990, et l'artiste révèle le rôle de cette structure dans son récit. Il explicite, c'est une sorte de paysage qui a été construit par les ouvriers dans l'usine au moment de sa fermeture. Plus loin, une poudre scintillante de glitter rouge est répandue au sol, et elle est, on voit mal le titre, mais je vais le donner, elle est donc, je dirais, traversée par les empreintes et par les jeux des visiteurs. Pour autant, elle se rapporte par son titre aux ouvriers, puisque le titre de la pièce, c'est les espoirs et les rêves des ouvriers quand ils sortent du pub et rentrent chez eux. Le fait que l'exposition dans son entièreté se présente elle-même comme un texte est évidemment à retenir. D'une part, si le texte est un tissu, celui-ci, on le voit bien, est tissé d'éléments hétérogènes et pas seulement évidemment textuels. En filant la métaphore ouvrière, qui, on l'aura compris, est chère à Liam Gillick, on pourrait assimiler ce processus à une chaîne de montage transmédiale, narrative, articulant donc des pièces disparates. Par ailleurs, l'exposition, comme texte, au fond, pose la question de son auteur, et en quelque sorte instaure une instance auctoriale à l'intérieur de l'exposition et qui élargit la figure circonscrite de l'artiste plasticien, puisque celui-ci apparaît d'emblée comme un écrivain et peut-être une fois en chemin dans l'exposition comme un scénariste, et il est aussi, d'une certaine manière, du fait de la disparité des pièces, le curateur de sa propre exposition. Alors, je redis que Liam Gillick, de ce point de vue aussi, est une figure essentielle de l'art contemporain des années 90-2000, parce qu'il participe largement à cette figure élargie, en quelque sorte, de l'artiste. On pourrait y ajouter une autre évidence, parmi toutes ces instances, en quelque sorte, qui se superposent dans la pratique de l'exposition, c'est que si la parution du roman Construction de Uno est sans cesse reportée, le roman, d'une certaine manière, ne cesse d'être publié au sens où l'entend Lionel Ruffel, et sa publication se fait ici par des moyens, évidemment, non uniquement textuels. L'exposition apparaît ici, à ce moment-là, comme un mode de publication. Donc, je le redis, il y a un élargissement de la figure de l'artiste à d'autres figures, figure de l'auteur, figure du curateur, figure du publisher, on pourrait se poser cette question-là, et puis évidemment un élargissement qui, vous en êtes rendu compte, s'effectue aussi du côté des arts plastiques, puisque l'artiste devient une sorte de designer aussi, de scénographe, décorateur, et aussi, par moments, de graphiste. Enfin, le motif de l'usine, la fiction et la production d'une experimental factory participent encore de cette pluralité ouvrieuse. On est là donc dans une stratégie extensive par laquelle Liam Gillick cumule, mais surtout, je crois, au fond aussi peut-être décompose, expose et explicite les opérations multiples qui concourent à l'exposition, à la fabrique de l'œuvre et qui composent son récit. Alors, peut-on pour autant en avancer, mais c'est peut-être, vraiment je le laisse là plutôt au titre de l'hypothèse, que une autre instance est en jeu, qui serait donc l'instance éditoriale, en jeu dans la production de l'exposition, au sens où celle-ci est le lieu, le creuset d'une énonciation collective, ça évidemment on le sait de l'exposition, mais ici évidemment elle se donne à travers des techniques, des situations, des corps de métier. Chez Liam Gillick, plus que chez d'autres artistes, l'exposition est véritablement appréhendée comme une configuration de supports matériels, techniques et sémiotiques, de langages de nature distincte, de pratiques de métier, dont tout ce rassemblement et toute cette médiation pourrait peut-être s'approcher d'un acte éditorial. Mais je passe pour faire d'autres remarques qui concernent plus spécifiquement la situation du livre
et de la littérature. À commencer par l'idée que d'autres remarques, donc, voilà, à commencer, disons que dans cette usine en ruine et réinvestie par les ouvriers, hein, on ne produit pas des prêtres comme dans l'usine de Johnny Roger représenté hier, mais on produit en somme une économie de l'équivalence. C'est vraiment le sujet de ce texte court. Et il me semble que, oui, l'exposition de Liam Gillick instaure, et son œuvre instaure, des régimes d'équivalence entre le livre, l'exposition et d'autres médias. Cette économie de l'équivalence apparaît évidemment comme un trait du contemporain. Elle rejoint les analyses du philosophe Jacques Rancière sur le partage du sensible dans le nouveau régime esthétique. Et je dirais que dans les relations entre le livre et l'exposition à l'époque contemporaine, ce régime d'équivalence est très parlant en quelque sorte, et il concerne de nombreuses pratiques. Hein. Je ne vais certainement pas en lister un bon nombre, mais je pourrais prendre comme simple exemple Sophie Calle, hein, qui, à travers un matériau composé, combinaison de textes et d'images, et parfois sous des intitulés identiques, participe, enfin peut donner accès à la publication d'un livre et à la conception d'exposition. Mais disons que ce régime d'équivalence fait rupture, en tout cas aussi, avec une relation qui a longtemps encadré les relations entre le livre et l'exposition, et qui est une relation de hiérarchie, de domination, d'autorité exercée par le livre sur l'exposition, et qui nous renvoie à une période d'hégémonie de la littérature dans l'espace culturel et social. Alors, autrement dit, le livre a pu servir de modèle à l'élaboration du musée, à l'élaboration de l'espace d'exposition, en lui conférant du même coup sa légitimité culturelle. Par exemple, devenu directeur du musée régional de Hanovre en 1922, l'historien d'art Alexander Dorner avait décidé de réaménager le musée de Hanovre en une suite de period rooms. Et dans sa volonté de produire une histoire de l'art, le musée, déclare-t-il, se devait d'être une sorte de livre dont chaque chapitre serait une salle. Cette idée de l'exposition comme un livre étalé sur les murs trouve donc dans la publication livresque à la fois un modèle et une caution culturelle. Un autre exemple de cette tutelle, en quelque sorte, c'est le projet de la littérature, le projet d'un musée de la littérature qui a été ébauché en 1937 par Julien Quin et soutenu par Paul Valéry à l'occasion d'une exposition universelle. Et ça n'échappe pas à ce prix, comme vous le voyez, constitué de reproductions photographiques de documents divers, photos de l'écrivain, de sa maison et des manuscrits, accompagnés de nombreux appareils pédagogiques, organisés enfin par panneaux monographiques comme des chapitres consacrés chacun à un grand écrivain du XIXe siècle. Eh bien, le projet de musée de la littérature faisait de l'exposition littéraire une sorte de manuel scolaire mural. Alors, j'ai amené, pour ceux que ça intéresserait, le catalogue de l'époque du projet de musée de la littérature. Enfin, cette autorité supérieure exercée par le livre se retrouve en fin de chaîne par la dépendance de l'exposition vis-à-vis du catalogue. Non seulement le catalogue est essentiel à l'exposition, au point que l'historien André Chastel déclare cette phrase paradoxale, « Il n'y a pas de bonne exposition sans catalogue », mais par ailleurs, le catalogue est parfois, on le sait, la finalité de certaines expositions, je pense liées notamment aux expositions de peintres anciens, d'art ancien, et à ce titre, il peut être le modèle organisateur de toute exposition qui se construit alors sur la norme du livre. À cette relation de tutelle s'oppose en quelque sorte une autre modalité de la relation entre le livre et l'exposition, qui est une relation au contraire d'émancipation, par laquelle le médium exposition va tendre à construire sa légitimité, cette fois en s'écartant du modèle posé par le livre. Je ne discute pas longtemps le projet d'exposition littéraire autour de Mallarmé, qui se présente d'abord sous la forme d'un carton très traditionnel d'une exposition bibliothécaire telle qu'elle s'en développait déjà depuis bien longtemps à la Bibliothèque nationale de France, mais une fois qu'on rentre dans l'espace d'exposition, évidemment, on entre dans un tout autre espace par lequel l'exposition et les œuvres plastiques s'écartent radicalement de ce modèle. Le motif du livre étalé sur les murs fait alors l'objet d'une critique négative. Hein. On sous-entend par là un faible coefficient d'exposition. C'est une critique qu'on adresse régulièrement à certaines expositions. C'est un manque de confiance, en quelque sorte, accordé au langage de l'exposition, et la réduction de l'exposition à n'être qu'une illustration du livre. Notons que ces deux modalités de la relation, tutelle et émancipation, ne s'enchaînent pas l'une à l'autre, elles ne forment pas une histoire de l'exposition, et qu'elles sont souvent concomitantes. Quand Alexander Dorner imagine le musée sous la forme d'un grand livre, dans le même temps, les années 1920-1930
sont marqués dans l'histoire de l'exposition par l'âge des scénographes, pour reprendre l'expression de Jérôme Glissenstein, dont l'inventivité expositionnelle s'écarte du modèle donné par le livre. Et de même aujourd'hui, on retrouve ces deux postures pour donner de la légitimité, sinon à l'exposition, tout au moins à la figure du curateur, car dans les deux cas, tutelle ou dépendance, ou tutelle et émancipation, il est question de construire la légitimité de l'exposition comme forme, comme médium, soit par l'autorité modalisatrice du livre, soit au contraire par une stratégie d'écart. En revenant à Liam Gillick, il est intéressant de noter que ces deux modalités de relation ne se trouvent pas chez lui complètement oblitérées, en quelque sorte. C'est-à-dire que disséminé ou reporté dans sa parution, peut-être même fictionnalisé, au fond, ce roman Construction de Uno est malgré tout établi à la source de l'entreprise, à laquelle il donne quand même un surplus de légitimité. Et dans le même temps, on a pu noter l'écart saisissant entre l'énoncé de la trame narrative et l'adaptation plasticienne ou expositionnelle qu'en fait Liam Gillick. Ces deux modalités de la relation sont donc encore actives, ne serait-ce qu'au titre de survivance, et je pense là à l'autorité du livre, mais elles se trouvent en même temps rejouées, absorbées dans une économie de l'équivalence qui peut-être les absorbe, les dépasse, et qui est autoproduite par l'écosystème de l'œuvre. Notons d'ailleurs, on l'a vu, que l'apparition de la littérature, et c'est un autre point de remarque, se fait donc ici à plusieurs niveaux. La littérature peut apparaître dans le travail de Liam Gillick à la source des œuvres, elle peut alimenter en récit les légendes des pièces, elle peut apparaître évidemment dans le titre des expositions, elle apparaît également sur les murs, et cette fois dans des formes non narratives, c'est-à-dire n'alimentant pas forcément le récit global, sous la forme d'un poème paysage, on l'a vu tout à l'heure, ou sous forme de liste. Et enfin, elle peut aboutir à la production finale d'un livre. Je voudrais mettre l'accent auprès de vous sur la pluralité de ce que j'appelle donc la littérature d'exposition. Une littérature d'exposition, c'est un terme, au fond, qui désigne tout un paysage de textes, de stratégies, de pratiques d'écriture qui interviennent diversement du titre au mur, du paratexte au catalogue, du communiqué de presse détourné par un artiste au livret d'exposition, et donc dans le circuit et dans la formation pluridiscursive de l'exposition. Au fond, contre un imaginaire qui associerait la prétendue fin du livre à la fin de la littérature, la notion de littérature d'exposition entend mettre l'accent sur la vitalité de pratiques littéraires hors du livre, où l'écriture, narrative, poétique, théorique, vient concurrencer d'autres discours qui se font voir et entendre dans l'exposition. Du côté des commissaires d'exposition, et notamment ceux qui ont été aussi marqués, influencés par l'œuvre de Liam Gillick, le régime d'équivalence du livre et de l'exposition, et c'est également très présent, il est loin de se démentir. Les exemples en seraient nombreux, j'en prendrai peut-être juste un, c'est le curateur français Johan Gourmel, qui a invité plusieurs artistes à un projet collectif, et on retrouve l'esprit de Liam Gillick, puisqu'il s'agissait d'envisager à plusieurs un livre, mais dont un ou plusieurs chapitres pourraient prendre la forme d'une exposition. Donc, le premier chapitre s'intitulait Les situations discrètes, chapitre 2, la répétition, et ça c'était des expositions, tandis que le troisième chapitre va être donc un livre qui va s'intituler chapitre 3, les récits autorisés. On retrouve donc ici cette économie de l'équivalence, cette porosité entre les gestes de la curation et de la publication, qui est évidemment assez manifeste. La présence du roman, l'écriture et le progrès d'un récit ou d'un livre apparaissent ici à régime égal avec les autres médias, y compris l'exposition. Une autre exposition très symptomatique de cette situation a été conçue par Johan Gourmel avec une autre curatrice qui est Elodie Royer, avec laquelle il travaille souvent, et qui a été donc d'inaugurer une série d'expositions au Centre d'Art du Plateau par une première expo intitulée « Une préface ». Exposition elle-même précédée d'une épigraphe pour une préface, petite exposition confiée par les deux curateurs à un collectif d'artistes. Par un retournement ironique, on retrouve donc cette figure oni du livre étalé sur les murs, vraiment mise en jeu dans l'espace d'exposition, et c'est un point intéressant. Mais au fond, chez Johan Gourmel, chez Elodie Royer, tout comme chez Liam Gillick, on l'a vu, le retour de l'exposition livre est en réalité l'agent, le révélateur d'une redistribution du littéraire à tous les étages de l'exposition, et cela contribue encore au rapprochement pour eux entre un travail de curateur et un travail de publication. Signalons évidemment que cette porosité ne s'effectue pas seulement dans les espaces d'exposition.
qu'elle agit aussi à l'intérieur même du livre, à travers le phénomène que vous connaissez bien, qui est le livre d'artiste, et qui se développe massivement à partir des années 60. Les études d'Anne Meglin-Delcroix en France, ou de Clive Philpott, le directeur de la librairie du MoMA à New York, ont bien montré que le livre d'artiste, qui se caractérise par le rôle prépondérant, voire exclusif de l'artiste à toutes les étapes de la réalisation du livre, est l'occasion d'une remise en cause de l'appartenance, au fond, du livre au champ littéraire. Les books by artists, pour reprendre l'expression de Clive Philpott, écartent donc ce préjugé qui lie immanquablement le livre à la littérature pour mieux assurer la spécificité, voire l'autonomie de ce médium. Alors, traitant des spécificités du médium livre, les artistes, au fond, tentent donc à y ouvrir un espace d'exposition, c'est-à-dire que le livre s'émancipe lui-même aussi du livre par le biais de cette manière, et l'espace d'exposition qui s'ouvre au sein du livre permet évidemment d'accueillir des propositions qui vont relever de l'art abstrait, de l'art conceptuel, de l'art cinétique, etc. J'en prendrai l'exemple, ce sera mon dernier exemple, sur une autre préface, préface, comme le dit Daniel Buren, de quelques lignes, qui était une préface au livre de Guy Lelon intitulé Le Stade, et qui se démarque de la tradition paratextuelle littéraire par le fait qu'elle n'est précisément pas un texte, mais une intervention graphique de l'artiste dans l'espace du livre. L'artiste y fait apparaître un rythme régulier de fines lignes verticales qui correspondent au bord de ces bandes alternées de 8,7 cm, le fameux outil visuel employé par Buren pour ses travaux in situ. Daniel Buren, on le sait, coutumier du fait, il a su interroger le site spécifique que constitue l'espace livresque. Il est régulièrement invité à investir des objets éditoriaux, même des journaux, des magazines, et il a donné un terme à ces interventions, d'interventions plastiques, des propositions graphiques qu'il réalise pour et dans la presse. Donc, voilà, j'aurais pu donner d'autres exemples de ces circuits renégociés, de ces redistributions entre le livre et l'exposition. Je signale par exemple l'artiste et éditeur Ludovic Burel, qui lui va reprendre des catalogues d'expositions passées d'autres artistes pour faire à partir de là de nouvelles expositions et de nouvelles publications. Par exemple, Purement Schématique 2 reprend Celebration of the Body de l'artiste conceptuel canadien Ian Baxter, il fallait quand même un Canadien dans la conférence, et une exposition et une publication qui avait été conçue dans le cadre des Jeux Olympiques de 1976, et Burel donc se réapproprie, réemprunte ce catalogue pour faire une nouvelle exposition et une nouvelle publication. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le catalogue n'est plus en fin de chaîne, il n'est plus un document, une mémoire de l'exposition, il devient en quelque sorte une partition, une nouvelle source, un do-it-yourself, à partir duquel peuvent se rejouer, se constituer d'autres expositions et d'autres catalogues. On touche là une idée plus vaste qui concerne tout le champ de l'art contemporain, l'idée qu'au fond, les œuvres existantes, y compris les films d'Hitchcock dont on fait des remakes, ne sont pas considérées comme des entités closes et finies, mais elles sont traitées comme des partitions rejouables. Je vous remercie.